J'étais à une réunion de famille quand ma mère, en me regardant, m'a demandé « Alors, ça te fait quoi d'avoir bientôt 23 ans ?» J'ai senti mon corps se tendre d'un coup. Il faut dire qu'il y a une sorte de sombre légende chez nous. À chaque génération, un membre de la famille meurt précisément le jour de ses 23 ans. D'abord l'arrière-grand-père, puis la sœur de ma grand-mère, et la cousine de ma mère ensuite. Je ne crois pas vraiment à tout ça, mais personne n'a jamais su expliquer ce phénomène étrange. Quelques mois plus tard, en allant bosser, j'ai échappé de peu à une voiture qui a débarqué de nulle part, pile à l'endroit où je me tenais quelques secondes plus tôt. Cette nuit-là, incapable de fermer l'œil à 2 heures du matin, je me suis mis à faire des recherches sur l'histoire familiale en ligne. Et là, je suis tombée sur 7 décès, tous à 23 ans, comme si le sort s'acharnait. J'ai alors décidé d'aller voir ma grande-tante Hélène, la seule encore là à se souvenir des générations passées. Dès que j'ai abordé le sujet, son visage s'est figé. « Pourquoi tu veux remuer tout ça ?» m'a-t-elle lancé, fuyant mon regard. Je lui ai expliqué que mon anniversaire arrivait à grands pas. Et là, elle s'est tournée vers moi, complètement livide. « Ils sont tous morts entre 15h et 16h, a-t-elle murmuré. Depuis, on ne fête plus les anniversaires, pour éviter le pire. Elle a refusé d'en dire davantage. Le jour fatidique arrivé, j'ai dit à tout le monde que je préférais rester seule. J'ai fermé la porte à double tour et j'ai passé la journée sur le canapé à surveiller nerveusement l'horloge. 10h, midi. À 14h30, je commençais à me dire que j'avais dramatisé. Mais à 14h47, on a frappé à la porte. J'ai cru que c'était simplement un livreur, alors j'ai regardé dans l'œilleton. « Qui est là ?» ai-je demandé sans trop y penser. Une voix plate, sans la moindre émotion, m'a répondu. « Je cherche Caroline. »« Vous faites erreur. Il n'y a pas de Caroline ici. » ai-je répliqué. Je m'éloignais déjà quand la personne a frappé de nouveau, cette fois avec insistance. « S'il vous plaît, je sais qu'elle est là. Il faut absolument que je parle à Caroline. » J'étais en sueur. J'ai mis la chaîne avant d'entrouvrir la porte. Et là, en me voyant, il a eu un sursaut, la mâchoire pendante. « Tes yeux » a-t-il soufflé en s'approchant. « Tu as les mêmes yeux que Caroline. » Sa main droite glissait dans la poche de son manteau. Je distinguais une forme inquiétante sous le tissu. « Tu vas me dire où est Caroline ?» a-t-il lancé. J'ai immédiatement refermé la porte violemment, au point de faire vibrer les murs. Il s'est alors mis à cogner violemment. « Je sais que tu es là. Je peux attendre. Il faudra bien que tu sortes. » J'ai composé le 17, la voix tremblante, et expliqué qu'on tentait de défoncer ma porte. Un coup particulièrement violent a failli arracher la chaîne et les vis sont tombées sur le sol. Les coups n'arrêtaient pas, mais au moment où les sirènes se sont fait entendre au loin, tout s'est arrêté net. Silence absolu. Les policiers n'ont rien trouvé. Aucune trace sur la porte. Personne n'avait rien vu ni entendu dans l'immeuble. Ils m'ont regardé comme si j'inventais tout. J'ai passé la fin de cette journée barricadée chez moi, sursautant au moindre bruit, mais plus rien ne s'est passé. Je croyais avoir échappé à la malédiction. Et puis l'année suivante, le jour des 23 ans de ma sœur, j'étais persuadée que tout cela était enfin terminé. J'ai même stoppé mon traitement, certain que mes angoisses venaient de là. En préparant la fête de ma sœur, je lui ai tout raconté, et on en a bien ri ensemble, convaincus que c'était absurde. Puis, en pleine réunion, ma mère m'a appelée. J'ai fini par décrocher, et je l'entendais sangloter, incapable d'articuler le moindre mot. « Maman, tu m'entends ? Ta sœur, elle s'est effondrée au travail. Rupture d'anévrisme. Elle a été déclarée morte à 15h23, le jour de ses 23 ans. Aux obsèques, personne n'a croisé mon regard. Ma tante, à l'écart, m'a murmuré que ma sœur s'était inquiétée la semaine précédente. Elle avait reçu des mails étranges d'un inconnu qui cherchait une certaine Caroline, mais elle avait cru à un spam et avait tout supprimé. Là, j'ai compris que celle qu'on cherchait depuis le début, c'était moi. 1 an après, le jour où ma sœur aurait eu 24 ans, je me suis retrouvée seule au cimetière à 15h23. J'ai entendu des pas derrière moi. « C'est toi, la survivante », a dit une femme que je ne connaissais pas. Elle connaissait tous les détails. L'homme à ma porte, Caroline, tout. Quand elle a tout raconté, tout est devenu limpide. Elle a sorti une vieille photo de sa poche et me l'a tendue. On y voyait ma mère, plus jeune, aux côtés de cette femme. Au dos, une inscription « Caroline et Luna, 1999 », écrite à l'encre bleue à moitié effacée. J'ai senti mes jambes flancher lorsque la femme m'a expliqué que Caroline était le vrai prénom de ma mère, avant que celle-ci ne l'abandonne 24 ans plus tôt. Elle avait fui un homme dangereux qui voulait sa peau. Ce n'était pas une quelconque fatalité, mais la traque obstinée de quelqu'un prêt à tout pour la retrouver. Cet homme tuait à 23 ans, précisément l'âge qu'avait ma mère à sa fuite. Et ma sœur était morte pour une histoire commencée bien avant même notre naissance. Luna Carver, sa meilleure amie d'alors, s'est présentée. C'est elle qui avait fabriqué les faux papiers, trouvé une nouvelle ville, tout organisé pour permettre à ma mère de tout recommencer loin de ce passé. Luna a désigné les tombes autour de nous, puis m'a dit que l'homme venu cogner à ma porte le jour de mon anniversaire était probablement Seth Robertson, un détective engagé par le vrai danger pour remonter jusqu'à Caroline via sa famille. Depuis des années, Luna nous surveillait de loin, pour veiller sur nous sans jamais se faire remarquer.
Elle m'a montré sur son téléphone des photos. Un homme dans la quarantaine, cheveux poivre et sel, juste devant mon immeuble. « C'est Seth », a-t-elle dit. « Il t'a suivi des semaines avant ton anniversaire, à observer tes habitudes. » J'ai quitté le cimetière aussitôt et roulé directement chez ma mère, le cœur au bord des lèvres, la tête pleine de questions. Tout le long, je pensais à ma sœur, sacrifiée à cause du passé de quelqu'un d'autre. En arrivant, j'ai frappé, maman a ouvert et rien qu'en voyant mon visage, elle a compris. Je lui ai tendu la photo remise par Luna. Son visage est devenu livide. « Où as-tu trouvé ça ?» a-t-elle soufflé. Je suis entrée, sans attendre, et je lui ai dit que je savais tout pour Caroline, tout ce qui s'était passé. Elle s'est effondrée en me suppliant de garder le secret, de tout enterrer à nouveau, car selon elle, la vérité ne ferait qu'empirer les choses pour tout le monde. Je n'étais pas prêt et à partir sans obtenir de réponse. Pas après avoir perdu ma sœur à cause de tous ces non-dits. Finalement, maman s'est assise à la table de la cuisine et s'est décidée à tout me révéler. À 23 ans, elle avait eu le courage de témoigner contre un homme extrêmement dangereux, la seule à le faire après qu'il ait tué 3 personnes, dont sa colocataire. Son témoignage l'avait envoyé derrière les barreaux pour, en principe, toute la vie. Il lui avait juré devant tout le tribunal qu'il la retrouverait et la tuerait, elle et ses enfants, et qu'il attendrait qu'ils aient 23 ans, l'âge précis de sa trahison. Quand je lui ai demandé son nom, elle a secoué la tête, a tiré un bout de papier d'un tiroir, y a griffonné quelque chose d'une main tremblante, me l'a montré à peine 2 secondes, puis l'a fait brûler au-dessus de l'évier. Pour elle, prononcer son nom revenait à attirer le malheur. Il aurait pu entendre, même à distance. Elle était persuadée qu'en changeant de nom et en traversant le pays, on serait enfin à l'abri. Elle avait tout fait pour passer sous les radars, jamais de photos sur Internet, pas de profil sur les réseaux, toujours payé en liquide, et malgré tout, ils avaient remonté sa trace, et aujourd'hui ma sœur était morte pour ça. J'ai alors compris pourquoi la grande-tante Hélène avait pâli quand je l'avais interrogée sur les morts de la famille. Elle connaissait le vrai passé de maman. Elle savait pour Caroline, et cela faisait d'elle une cible, elle aussi. Tous ses proches décédés à 23 ans, c'étaient ceux qui détenaient la vérité sur la disparition de Caroline. Quelqu'un supprimait un à un ceux qui risquaient de dévoiler notre secret ou l'adresse de maman, méthodiquement, année après année. Luna est arrivée chez nous 1 heure plus tard, les bras chargés de coupures de presse du procès d'origine. Certaines dataient de 1999 et relataient un triple meurtre atroce, mettant en avant une jeune femme admirable pour son courage. L'homme contre lequel maman avait témoigné avait finalement été reconnu coupable de plusieurs homicides, mais il avait été libéré 15 ans plus tard suite à une erreur de procédure, des pièces à conviction mal conservées, des avocats de luxe qui avaient obtenu l'annulation totale du dossier. Il était sorti il y a 5 ans, profitant de son argent pour lancer sa vengeance sur le champ. Luna nous a expliqué qu'il se servait de sa fortune pour engager des gens comme Seth Robertson et retrouver tous les témoins liés à l'affaire. Ils traquèrent les familles, récoltèrent des infos sur leurs enfants, attendaient le moment propice pour frapper. Chez nous, rien n'était dû au hasard. Chaque mort était un meurtre déguisé en accident ou en tragédie banale. L'accident sur le trottoir le matin où je partais travailler, l'anévrisme qui avait emporté ma sœur, tout était orchestré. Maman s'est effondrée et, en larmes, a avoué qu'elle recevait des menaces depuis des mois avant la mort de ma sœur. Des mails anonymes avec de vieilles photos d'elle en Caroline, des textos venus de numéros inconnus, lui rappelant qu'on savait où elle vivait. Elle pensait que le silence suffirait, qu'ils finiraient par passer à une autre cible si elle ne répondait pas. Elle n'aurait jamais cru qu'ils s'en prendraient à nous, ses enfants. Elle pensait n'être la seule visée et s'est trompée, et maintenant ma sœur avait payé, et moi ça aurait pu être pareil. J'étais secouée et, tremblant de l'avoir pleuré à cette table de cuisine. Je bouillonnais de lui reprocher tous ses secrets, de ne jamais nous avoir rien dit, d'avoir laissé ma sœur ignorer le danger qui la guettait. Je serrais les poings si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Luna a vu ma colère et s'est interposée, posant doucement sa main sur mon épaule. Elle m'a expliqué que tout nous révéler à l'époque aurait pu précipiter les choses. Ces gens surveillaient le moindre changement d'attitude, le moindre indice. Maman avait demandé l'avis d'un expert en sécurité. Il lui avait conseillé de continuer à vivre normalement, sans rien montrer. Nous confier le secret risquait de nous pousser à la faute, d'éveiller les soupçons, et ils auraient alors frappé plus vite. D'un geste nerveux, j'ai repoussé Luna et saisi l'ordinateur de maman sur le comptoir. Mes doigts volaient sur le clavier pour accéder au compte Facebook de ma sœur, grâce au mot de passe qu'elle m'avait confié il y a des années. Luna s'est penchée derrière moi pendant que je lisais les messages des dernières semaines avant sa mort. Dans ces messages privés, il y avait un certain Marcus Anderson qui disait faire des recherches sur notre arbre généalogique. 3 semaines avant son anniversaire, ma sœur lui avait répondu, partagé des photos de famille, parlé de nos adresses et de nos métiers. La photo de profil montrait un vieux monsieur sans histoire, mais Luna était certaine qu'il s'agissait en réalité de Seth Robertson, sous une fausse identité. Elle a sorti son propre ordi et m'a montré tout un tas de sites où l'on pouvait acheter nos données personnelles. Actes immobiliers, listes électorales,
Tout y était. Adresse, nom complet, date de naissance, numéro de téléphone, email et même notre entourage. Chaque fois qu'on mettait à jour nos profils ou qu'on partageait quelque chose sur Instagram, on leur facilitait la tâche pour nous retrouver. Luna a ensuite ouvert un nouveau dossier. Mon estomac s'est noué. Elle avait récupéré des dossiers médicaux de 3 familles liées au procès où des jeunes étaient morts, officiellement d'anévrisme ou d'insuffisance d'organes. Les symptômes étaient les mêmes que ceux de ma sœur. Il existerait une substance capable de provoquer une hémorragie cérébrale chez les personnes ayant certains gènes, indétectable par les analyses standards, à moins de savoir ce qu'on cherche. En lisant le rapport sur une jeune femme d'Ohio morte au travail, une autre décédée durant son dîner d'anniversaire au Texas, mes mains tremblaient. Luna enquêtait sur ces accidents depuis des années, rassemblant la preuve qu'ils étaient tout sauf naturels. Cet après-midi-là, on s'est rendus au commissariat avec une boîte débordant de documents réunis par Luna. L'inspecteur nous a accordé 10 minutes avant de lever la main pour nous interrompre. Il a expliqué que sans preuve formelle d'homicide, sans trace indiscutable de toxines ou une vidéo flagrante d'empoisonnement, il n'avait rien sur quoi agir. Pour la police, tout cela ne relevait que de simples coïncidences. Il nous a conseillé de contacter une société de sécurité privée si nous étions vraiment inquiets, ou alors d'envisager de déménager à nouveau. Ma mère a alors posé la main sur son bureau avec force et a lancé qu'elle ne partirait plus. Cela faisait 20 ans qu'elle fuyait, qu'elle changeait d'identité, ne restait jamais trop longtemps au même endroit, jusqu'à ce qu'elle rencontre mon père et s'autorise enfin à vivre normalement. Elle n'en pouvait plus d'avoir peur chaque fois qu'on sonnait à la porte ou qu'une voiture ralentissait devant la maison. Pourtant, même en parlant avec détermination, ses mains tremblaient et ses yeux, rougis d'avoir trop pleuré depuis la mort de ma sœur, ne trompèrent personne. Luna, sur le parking, a passé un appel et, 20 minutes plus tard, nous étions attablés dans un café en face de Samuel Gates. L'homme d'un certain âge, impeccablement vêtu, était un spécialiste des dossiers de harcèlement et de protection de témoins. Il a écouté, pris des notes, puis assuré qu'il lancerait immédiatement les démarches d'éloignement, tout en nous prévenant sans détour que ces mesures n'avaient de valeur que sur le papier. Si quelqu'un tenait vraiment à faire passer un meurtre pour un accident, les tribunaux restaient impuissants. Il nous a donc recommandé de tout consigner. Chaque mail, chaque message, chaque comportement suspect. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, puis, finalement, j'ai décroché. Silence prolongé, respiration à peine perceptible. Puis, une voix grave a articulé 2 mots avant de raccrocher. La fille de Caroline. Un frisson glacial m'a traversé. Il savait exactement qui j'étais désormais. Le lendemain matin, une camionnette s'est arrêtée devant la maison et 2 techniciens ont installé des caméras à chaque angle de la propriété. Nous avons changé toutes les serrures pour des modèles inviolables. La société de sécurité a ajouté des capteurs sur chaque fenêtre et chaque porte, prêts à nous alerter au moindre mouvement. Malgré toutes ces précautions, je n'arrivais pas à me défaire de la sensation d'être observée. La moindre voiture au ralenti devant chez nous faisait bondir mon cœur. Chaque promeneur de chien semblait potentiellement épier nos faits et gestes, jusqu'au livreur qui, selon moi, pouvait très bien être un enquêteur déguisé. Samuel nous a téléphoné 1 semaine après. Les nouvelles étaient encore mauvaises. Son enquête sur les finances avait révélé que l'homme cherchant à nous éliminer utilisait des crypto-monnaies pour payer des individus comme Seth Robertson. L'argent circulait à travers tant de portefeuilles numériques et de plateformes qu'il devenait presque impossible de le suivre à la trace. Il avait tiré les leçons de ses erreurs en prison et avait étudié les meilleures méthodes pour disparaître dans la nature. Il n'y avait plus aucun relevé bancaire à saisir, plus la moindre trace écrite. Les paiements pouvaient venir de partout dans le monde et finir directement sur le compte Bitcoin de n'importe qui. 3 jours plus tard, maman m'a demandé de passer la voir. Elle disait avoir quelque chose d'important à me montrer. Elle m'a conduite dans sa chambre, a déplacé une pile de vieux pulls pour révéler un petit coffre-fort que je ne connaissais pas. En composant le code, ses mains ne cessèrent de trembler. Elle en a sorti des liasses de billets maintenus par des élastiques, sans doute près de 30 000 $ accumulés au fil des ans. Pendant 15 ans, elle avait mis de l'argent de côté, 20 $ ici, 50 là, toujours du liquide récupéré sur les courses, ou en vendant des objets, au cas où il faudrait repartir à zéro. Elle a poussé l'argent vers moi en disant de le prendre et de disparaître avant qu'ils ne me retrouvent eux aussi. Mais j'ai refusé, repoussant l'argent. Je lui ai dit que je ne la laisserais jamais affronter tout cela seule. Le lendemain matin, Luna est arrivée avec 3 cartons d'archives qu'elle conservait dans un box à l'autre bout de la ville. Elle a étalé des photos sur la table de la salle à manger de maman. En les feuilletant, un haut-le-cœur m'a saisie. On reconnaissait Seth Robertson sur une photo, à l'entrée du supermarché à 2 rues de chez nous, 3 semaines avant la mort de ma sœur. Sur une autre, il était assis en terrasse du café où ma sœur allait chaque matin avant de travailler. Luna le surveillait depuis des mois, documentant la moindre de ses allées et venues pour réunir des preuves concrètes de son harcèlement contre notre famille. Pourtant, une fois tout remis à la police, la réponse avait été sans appel.
Des photos de quelqu'un qui fait ses courses ne prouvent rien d'illégal. Elle a sorti d'autres dossiers, nous montrant des articles découpés sur 3 familles liées au procès initial, en tant que témoins ou membres du jury. Les Henderson, dans le Michigan, avaient dû perdu leur fille de 23 ans, subitement morte d'une crise cardiaque, alors qu'elle était en pleine santé et habituée des marathons. Les Washington, en Géorgie, avaient vu leur fils périr dans un accident incompréhensible au travail. Une étagère s'était effondrée sur lui le jour de ses 23 ans. 2 familles avaient déjà perdu un enfant, et Luna était persuadée qu'au moins une autre était toujours en danger. J'ai retrouvé les Henderson sur les réseaux sociaux et leur ai envoyé un message pour expliquer la situation et leur demander s'ils accepteraient d'en discuter. Leur réponse est arrivée en moins d'1 heure, et nous avons convenu d'un appel vidéo l'après-midi même. Ils m'ont alors raconté qu'ils avaient fait appel à une société du nom d'Executive Protection Services, spécialisée dans la protection contre les harceleurs et composée d'anciens agents du FBI. Depuis 2 ans, ils versaient $8 000 par mois pour que la sécurité contrôle leur maison quotidiennement et escorte leurs enfants à l'école et au travail. Le père avait dû faire une 2e hypothèque, la mère enchaînait 3 emplois, mais selon eux, cela en valait la peine puisqu'ils avaient pu garder leurs autres enfants sains et saufs. Ce soir-là, maman a enfin pris place avec Luna et moi et nous a tout révélé sur le procès dont elle n'avait jamais parlé en 20 ans. Sa colocataire, Jennifer, fréquentait un homme qui, d'abord charmant, était devenu de plus en plus possessif jusqu'au jour où, après qu'elle ait voulu le quitter, il s'était introduit chez elle armé d'un couteau. Maman s'était cachée dans le placard et avait tout entendu. Les supplications de Jennifer pour rester en vie, les bruits qui la hantent encore la nuit. Quand la police est venue, elle fut la seule à oser témoigner, tous les autres redoutant la vengeance de sa famille. Elle a passé 3 ans sous protection des témoins, a déménagé de motel en planque sans jamais trouver de répit, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle ne tiendrait plus longtemps et décide de tenter sa chance ailleurs, sous une identité toute neuve, pour essayer de retrouver un semblant de vie normale. Le lendemain, Samuel nous a rappelé. Il venait de trouver une disposition fédérale qui pourrait nous sortir de là. Si l'on démontrait que le harcèlement se déroulait dans plusieurs États, ce serait alors considéré comme une infraction fédérale et le FBI serait obligé de s'en mêler. Il a aussitôt ouvert un espace en ligne partagé où l'on a tout consigné. Le moindre appel téléphonique suspect, les instants où l'on se sentait épié, ou encore chaque voiture qui nous talonnait sur plusieurs rues. Peu à peu, on montait un dossier impossible à évacuer. 2 jours plus tard, j'ai consulté mes mails. Un message sans objet, transmis par une étrange adresse faite de chiffres et de lettres, m'attendait. En pièces jointes, 12 clichés de moi, pris à divers moments du mois précédent depuis l'extérieur de mon immeuble. Moi avec les courses, en train d'ouvrir la boîte aux lettres, ou quittant l'appartement pour aller travailler. Dans le corps du mail, le chiffre 23 s'affichait en boucle jusqu'à remplir tout l'écran. J'ai aussitôt transféré le mail à Samuel, qui y voyait une vraie preuve, tout en nous prévenant que leurs intimidations prenaient de l'ampleur et qu'il fallait être encore plus vigilant. Luna, de son côté, avait poursuivi ses investigations et découvert que Seth Robertson œuvrait depuis 6 mois sous le nom de Mike John chez Quick Ship Delivery Service, la société qui livre justement dans notre quartier tous les jours. Elle l'avait suivi en pleine tournée et l'avait vu ralentir devant chez nous, prendre des photos avec son portable, observer nos allées et venues, apprendre nos habitudes, savoir précisément quand il n'y aurait personne à la maison. On a pris la décision de l'affronter directement, le lendemain matin, à l'entrepôt, au début de sa tournée. Maman est restée dans la voiture tandis que Luna et moi nous sommes avancés jusqu'à lui au moment où il chargeait son camion. Luna l'a regardé et a dit qu'on savait très bien qui il était et ce qu'il faisait. Il a posé la caisse qu'il tenait et s'est retourné vers nous, l'air parfaitement calme, presque avec un sourire comme s'il savait qu'on viendrait. Il nous a alors lancé « Vous ne pourrez rien prouver. Même dans le cas contraire, mon employeur saura attendre, aussi longtemps qu'il faudra, le moment opportun. » Puis il a poursuivi. « Vous pouvez passer votre vie à vous retourner. Un jour vous oublierez de vérifier les verrous, et c'est ce jour-là qu'on terminera ce qu'on a commencé. » Luna filmait tout ça, mais ça ne l'a même pas troublé. Il est monté dans son camion et s'est éloigné, comme si on venait simplement d'échanger sur le temps qu'il ferait demain. Cette nuit-là, vers 2 heures, un bruit de verre éclaté m'a réveillée. Je suis sortie en courant et j'ai trouvé la vitre de ma voiture brisée, avec une photo posée bien en évidence sur le siège conducteur. C'était une photo de la tombe de ma sœur, toute fraîchement fleurie. Je n'avais pourtant pas apporté ses fleurs. Au dos, un message disait qu'il pouvait nous atteindre quand il le voulait, que tout ce qu'on faisait ne servait qu'à retarder l'inévitable. Maman a passé les 3 heures suivantes pendue au téléphone avec les marshals américains, à tenter de réintégrer le programme de protection. Je suis restée assise à côté d'elle, à écouter son espoir s'effriter, alors qu'on la transférait sans cesse d'un bureau à un autre. Elle expliquait une fois encore les menaces, la photo, la mort de ma sœur, et chaque fois la même réponse en retour. Lorsque vous quittez volontairement le programme, il n'est plus possible d'y revenir, à moins d'une menace nouvelle, crédible et immédiate,
qui répondent à des critères très stricts. L'homme au bout du fil répétait « Le harcèlement, malheureusement, n'entre pas en ligne de compte. Les menaces vagues non plus. Il faut la preuve formelle que quelqu'un essaie en ce moment même d'attenter à votre vie. » Maman a fini par raccrocher et a balancé le téléphone à travers la pièce, qui s'est brisé contre le mur. Samuel nous a proposé alors d'engager un spécialiste pour comprendre comment on parvenait toujours à nous retrouver. Il connaissait un chercheur, Tristan Beck, expert en généalogie et en recherche de personnes disparues. Je l'ai appelé et il est arrivé chez nous l'après-midi même avec 2 ordinateurs et une pile de dossiers. Pendant 4 heures, il a passé au crible nos réseaux sociaux, les registres publics, les sites commerciaux de revente de données et tout ce qu'il pouvait analyser sous nos yeux. À chaque fois qu'il retrouvait une de nos informations personnelles sur un site obscur, il nous montrait à l'écran comment n'importe qui pouvait acheter nos adresses, nos numéros et même les noms de nos proches pour une $50. Il a repéré nos traces dans 12 brèches différentes, auprès de sociétés dont on n'avait même jamais entendu parler. Surveillance du crédit, programme de fidélité des supermarchés, jusqu'à l'abonnement de ma salle de sport qui avait été piratée et nos données revendues en ligne. Tristan, déterminé à aller jusqu'au bout, a soudain relevé la tête en découvrant un schéma mettant en lien tous les membres de la famille morts à 23 ans. Il a commencé à relier leurs noms. Tous sans exception avaient assisté au mariage de maman, à sa baby shower ou à un événement où ils avaient eu connaissance de son véritable nom. Grande-tante Hélène avait été sa demoiselle d'honneur. Le cousin défunt l'avait aidé à emménager pour la première fois. Ce n'étaient pas de simples membres de la famille choisis au hasard. C'est qu'ils savaient qui était vraiment Caroline. Dès le lendemain matin, Samuel nous a téléphoné. Il avait réussi à obtenir une ordonnance restrictive contre Seth Robertson, signée par un juge. Mais quand les policiers sont venus la lui remettre, l'appartement était vide, pas seulement déserté, mais littéralement inhabité, comme si personne n'y avait jamais vécu. Le propriétaire racontait que Seth avait réglé 6 mois de loyer en liquide d'avance et n'avait jamais causé d'histoire, et aucun voisin n'était capable de se souvenir de ce à quoi il ressemblait. Luna a tenté sa chance sur son faux lieu de travail, chez le transporteur, mais on lui a répondu que Mike June n'était pas réapparu depuis 3 jours et qu'on avait déjà trouvé quelqu'un pour le remplacer. 2 semaines plus tard, l'une de mes voisines est venue frapper à ma porte pour me demander si je connaissais une femme qui se renseignait sur moi. Elle faisait du porte-à-porte dans le quartier avec une tablette, prétendant réaliser un sondage sur la sécurité, mais ses questions étaient si précises concernant notre famille et nos horaires que ça l'avait rendue méfiante. Luna a tout de suite reconnu la description. Elle l'avait déjà croisée lors d'une autre histoire. Ces gens-là sont organisés, disait-elle. Ils font tourner différents enquêteurs, histoire que personne ne devienne trop repérable. Ils utilisèrent quelqu'un pendant quelques semaines, puis le remplacèrent discrètement avant que quiconque ne s'aperçoive de rien. J'en ai eu assez de vivre dans la peur et l'ombre. J'ai tout raconté, et j'ai partagé l'histoire sur Facebook, Twitter et Reddit. Noms exposés, photos publiées, captures d'écran des mails à l'appui. Je voulais que tout le monde comprenne ce qu'on traversait. Samuel m'a appelé dans l'heure, paniqué, en me suppliant tout effacer. Rendre ça public pourrait empirer les choses, disait-il, et risquer d'inspirer d'autres personnes en quête d'attention. Mais cette fois, j'ai résisté. J'en avais marre d'être traqué en silence. Mon post a rapidement circulé. En une journée, il avait recueilli des milliers de vues. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les journalistes voulaient tous une interview. Et même les télés locales ont débarqué chez nous. Maman s'est enfermée dans sa chambre, refusant d'en sortir. Elle répétait que tout ça allait nous retomber dessus alors que, pour moi, c'était justement la lumière braquée sur nous qui pouvait jouer en notre faveur. Si tout le monde nous regarde, ils ne pourront pas simplement nous effacer. 3 jours après ce tourbillon, un appel a retenti. Une femme s'est présentée comme procureure fédérale. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une énième journaliste curieuse, mais elle connaissait des détails que je n'avais jamais publiés. Elle était au courant de l'affaire d'il y a 20 ans. Elle savait que d'autres familles avaient aussi été prises pour cible. On est en train de monter un dossier RICO contre l'homme qui menace la vie de votre mère, mais il nous manque encore des éléments, expliquait-elle. Peut-être que notre propre histoire serait le maillon qui ferait enfin tomber ce type. On a rencontré la procureure et 2 agents du FBI dans le bureau de Samuel. Ils nous ont sorti des dossiers remontant à 30 ans, où le même individu était soupçonné dans des affaires sordides, mais jamais formellement piégé. Les preuves ne suffisaient jamais. Si vous coopérez, on peut vous garantir une certaine protection fédérale. Ce n'était pas vraiment le programme de protection des témoins, mais au moins, des agents passeraient régulièrement et garderaient un œil sur nos communications. Évidemment, on a accepté. Au bout du compte, leur protection se résumait à un agent passant 2 fois par jour en voiture devant la maison, plus un appel hebdomadaire pour savoir si tout allait bien. C'était maigre, mais c'était déjà ça. Pourtant, la peur restait accrochée. Impossible de fermer l'œil la nuit. Le moindre bruit dehors, la moindre voiture qui ralentit me glaçait.
Chaque coup à la porte me faisait bondir. Un mois plus tard, j'ai reçu un mail d'une certaine Kayla Freeman. J'étais l'infirmière auprès de votre sœur le jour de sa mort. Je n'arrête pas d'y penser. Quelque chose ne colle pas. Elle m'avait dit qu'elle se sentait bizarre, prise de vertige depuis plusieurs jours avant l'anévrisme. Elle s'inquiétait aussi d'une voiture qui la suivait jusque sur son lieu de travail. Elle avait l'air morte de trouille, même si elle tentait d'en plaisanter. Kayla demandait qu'on se voie pour me montrer quelque chose qu'elle ne voulait surtout pas évoquer au téléphone. On s'est retrouvés dans un café du centre et j'ai vite vu qu'elle n'arrêtait pas de jeter des regards autour d'elle, nerveuse. Elle a sorti d'un petit sac isotherme 3 fioles au nom de ma sœur qu'elle a discrètement fait passer de son côté au mien. Elle avait gardé des échantillons de sang en cachant tout à l'hôpital parce qu'elle trouvait cette affaire louche. « Attends, si la direction découvre ça, je perds mon job », soufflait-elle. Mais elle ne pouvait se défaire de l'idée qu'on s'en était pris à ma sœur. Avec Luna, on a confié les fioles à un labo privé, un endroit où personne ne viendrait poser de questions sur leur provenance. La chaîne de possession n'existait pas, donc impossible d'aller en justice, mais on voulait simplement savoir la vérité. 2 semaines après, les résultats sont tombés. En les lisant, j'ai vomi. Ils avaient en détecté un composé chimique rare, capable de déclencher des anévrismes chez des personnes porteuses de certains marqueurs génétiques. Le toxicologue nous a dit « c'est pratiquement indécelable, à moins de savoir exactement ce qu'on cherche ». Ce n'était pas suffisant pour prouver le meurtre en justice, car impossible d'identifier comment la substance avait été administrée, mais désormais, le doute n'était plus permis. Ma sœur avait été empoisonnée, c'était certain. Le lendemain, je me suis fait tester, et j'ai découvert que j'avais le même marqueur génétique qu'elle. Le médecin m'a expliqué que ce produit m'aurait tuée. Moi aussi, si j'y avais été exposée. Luna est persuadée que la seule raison pour laquelle j'ai survécu à mon anniversaire, c'est que Seth n'a jamais pu s'approcher assez pour me droguer. L'homme apparu à ma porte l'avait fait fuir en se montrant trop pressant. Ma sœur, elle, n'a pas eu cette chance. Elle parlait souvent avec lui en ligne, sans imaginer qu'il pouvait lui vouloir du mal. Luna a passé des coups de fil et, en moins d'1 semaine, elle avait organisé une rencontre avec d'autres familles qui avaient, elles aussi, été ciblées au fil des années par le même homme. Nous étions 12 à la première réunion, tous survivants ou proches de victimes. L'une avait perdu son frère d'une prétendue crise cardiaque à 32 ans. Pour un autre, son père était mort dans un accident de voiture officiellement causé par une défaillance mécanique. Mais il n'y avait jamais cru. D'emblée, nous avons pris l'habitude de nous retrouver chaque semaine, de partager les infos et de veiller les uns sur les autres. Parmi nous, une femme dont la fille avait été tuée 5 ans plus tôt a raconté comment elle s'était battue. Elle avait engagé un expert comptable spécialisé en criminalistique pour fouiller les affaires du suspect, et il avait découvert des sociétés écrans utilisées pour blanchir de l'argent. Elle avait tout transmis au fisc, ce qui avait entraîné plusieurs contrôles. Ça n'avait pas suffi à l'arrêter, mais ça lui avait coûté cher et ralenti ses affaires. Elle nous a passé le contact du comptable qui, disait-elle, accepterait de nous aider gratuitement, écœurée par ce qu'il avait découvert. Ma mère, elle, était à bout de nerfs. J'ai pris rendez-vous pour nous deux avec une psychologue spécialisée dans les victimes de harcèlement. Lors de la première séance, maman n'a pas arrêté de pleurer et je lui tenais la main tout du long. La thérapeute nous a remis un plan de sécurité à respecter, changé régulièrement nos itinéraires, examiné nos voitures pour détecter d'éventuels traceurs et mettre en place des mots de passe avec nos amis de confiance. Elle nous a aussi montré des exercices de respiration pour gérer les crises d'angoisse et nous a aidés à accepter qu'au vu de ce qu'on vivait, cette peur permanente était normale. On est retourné la voir 2 fois par semaine et petit à petit, maman recommençait enfin à dormir plus de 2 heures d'affilée. Samuel a téléphoné avec des nouvelles qui n'avaient rien de rassurant sur l'affaire fédérale. Le témoin clé dans l'histoire de blanchiment d'argent s'était volatilisé 3 jours avant de devoir témoigner devant le grand jury. Son appartement avait été vidé, son téléphone était coupé. Selon la procureure, il avait sans doute été acheté ou effrayé au point de prendre la fuite. Samuel soulignait que ça montrait bien à quel point l'homme gardait une influence considérable, même sous la surveillance des fédéraux. Sans ce témoin, le dossier Rico prenait un sacré coup, mais on ne pouvait pas encore parler d'échec total. Peu après, je me suis inscrite à des cours d'autodéfense dans une salle recommandée par Luna. L'instructeur, un ancien flic, connaissait parfaitement ce genre de situation et savait pourquoi j'étais là. Il m'a montré comment me dégager d'une prise ou porter ses coups pour neutraliser quelqu'un, comment utiliser des objets du quotidien pour se défendre. J'ai aussi passé le test pour porter légalement du gaz-poivre, même si je savais que ça n'arrêterait sûrement pas quelqu'un de vraiment déterminé. Mais en avoir une bombe dans ma poche me rassurait lorsque je sortais de chez moi. Grâce au groupe de soutien, on a appris que l'ancien contact de maman à la protection des témoins avait pris sa retraite en Floride, il y a 5 ans. Par chance, l'une des membres connaissait quelqu'un qui avait gardé son numéro. Dès qu'on l'a appelé, il s'est souvenu de maman et a confié qu'il s'était toujours inquiété pour elle après son départ du dispositif. Impossible pour lui de nous aider officiellement, puisqu'il n'était plus en poste, mais il a accepté de nous voir discrètement. On a pris l'avion pour la Floride,
et on l'a retrouvé dans un bar de plage où personne ne mettrait un nom sur nos visages. Il avait vieilli, bien sûr, mais il conservait ce regard vif, constamment sur ses gardes. Il nous a raconté qu'à l'époque, le dossier de maman avait été classé à haut risque, mais qu'elle avait voulu partir dès l'incarcération de l'homme. Il nous a donné une formation accélérée pour disparaître si jamais on devait fuir. Brûler toutes nos cartes bancaires et ne payer qu'en liquide, n'utiliser ni nom ni identité connue, couper tout lien avec la vie d'avant, sans exception, acheter un téléphone prépayé à changer chaque semaine, ne rester jamais plus de quelques jours au même endroit, changer complètement d'apparence, supprimer tous les réseaux sociaux et ne plus jamais diffuser la moindre photo. On a répété le plan jusqu'à l'apprendre par cœur. Maman s'est mise à mémoriser la liste des papiers nécessaires pendant que je traçais des itinéraires d'évasion depuis la maison, mon boulot, partout où on se rendait régulièrement. On a ouvert de nouveaux comptes bancaires au nom de jeunes filles de maman et commencé à mettre de l'argent de côté un peu partout. Notre contact nous a dit qu'on n'aurait peut-être jamais à s'enfuir, mais que si ça devait arriver, on n'aurait même pas une heure d'avance avant que quelqu'un réalise qu'on avait disparu et qu'il faudrait la mettre à profit sans hésiter. 3 jours plus tard, Luna m'a appelé au travail avec une nouvelle qui m'a scié. Seth Robertson venait d'être arrêté dans le Nevada pour détention de drogue, les policiers ayant trouvé de la méthamphétamine dans sa voiture. Après avoir pris ses empreintes, ils avaient découvert qu'il était recherché dans 3 autres États pour escroquerie et violence. Luna disait qu'il sortirait sûrement sous caution, mais qu'il fallait compter au moins 1 semaine pour les démarches. J'ai filé chez maman, que j'ai trouvée en train de mettre mes affaires en carton dans le salon. Pour elle, on n'avait plus le choix. Il fallait qu'on vive ensemble, et elle libérait déjà la chambre pour moi. Ce week-end-là, j'ai rapatrié mes valises et mon ordinateur portable, et on a passé 3 jours à transformer la maison en véritable forteresse. Maman avait déjà commandé des caméras de surveillance sur Internet. Elles sont arrivées dans des cartons énormes. J'ai passé des heures à percer les murs et installer les câbles, tandis que maman s'occupait de paramétrer le système sur son PC. On a positionné des caméras à chaque angle, avec vue sur l'allée, le jardin, les 2 côtés. La sonnette vidéo permettait de voir tout visiteur sur les marches. On a fait changer toutes les serrures pour des modèles renforcés, que le serrurier nous a assurés inviolables sans matériel professionnel. Les fenêtres étaient équipées de bloqueurs spéciaux qui limitaient leur ouverture à 10 cm. Maman, elle, voulait aller jusqu'à poser des barreaux partout, mais j'ai réussi à la raisonner. Par contre, on a installé des projecteurs à détecteur de mouvement dans tout le jardin, si sensibles que même un chat déclenchait l'alarme. Le système nous a coûté 2 000 €, mais à ce stade, maman n'en avait plus rien à faire de l'argent. On avait des capteurs sur toutes les portes, fenêtres, bris de glace, des boutons d'alerte répartis dans la maison. La société nous avait filé des porte-clés pour alerter la police directement en appuyant 3 fois dessus. Par le biais du groupe de soutien, on a appris que d'autres familles faisaient la même chose. Une famille dans l'Ohio avait investi directement 10 000 $ dans la sécurité. Une autre, au Texas, venait d'emménager dans une résidence ultra surveillée. On partageait tous nos astuces, ce qui marchait, ce qui servait à rien. Quelqu'un a même proposé de réunir l'argent de tout le monde. Et en 2 jours, 15 familles ont participé, ce qui a permis d'acheter du matériel pour celles qui ne pouvaient pas se le permettre, et de payer un avocat pour nous conseiller sur la protection ou la légitime défense. Une femme s'est servie du fonds pour déménager sa famille après le cambriolage de leur garage, vers un quartier plus sûr. La semaine après la création du fonds, j'ai reçu un mail d'une journaliste, Julia Richmond, qui enquêtait sur le premier procès pour un documentaire et avait découvert des éléments troublants. Elle voulait me voir en personne, mais uniquement dans un lieu public. On s'est retrouvés dans un café bondé du centre-ville et elle m'a montré un dossier rempli de certificats de décès. 7 personnes qui devaient témoigner au procès initial étaient mortes avant d'avoir pu parler. 3 accidents de voiture, 2 suicides, 1 noyade et un meurtre jamais élucidé. Les dates s'étendaient sur 2 ans. Pourtant, Julia avait tout fait pour les relier à l'affaire. Elle avait déniché des rapports de police qui montraient que les enquêteurs s'étaient à chaque fois interrogés sur ses morts, sans jamais parvenir à rien prouver. Un témoin avait appelé la police la veille de son décès, une autre avait laissé un mot où elle disait avoir peur, sans jamais préciser de quoi. Julia avait tenté de joindre les familles des témoins disparus, et 3 d'entre elles lui avaient confié que leurs proches avaient évoqué des menaces reçues. Elle m'a montré des photocopies de vieilles lettres jaunies, toutes reproduisant le même avertissement. Il fallait garder le silence. Samuel était ravi quand je lui ai exposé ce que Julia avait mis au jour. Ça pourrait nous aider à montrer un mode opératoire dans notre action civile, a-t-il lancé. En 2 jours, il avait déposé plainte contre l'homme pour harcèlement, traque et préjudices moraux volontaires. Nous savions très bien qu'il avait planqué son argent dans des paradis fiscaux et des sociétés écrans, donc il était illusoire d'espérer toucher quoi que ce soit. Mais Samuel répétait que l'essentiel, c'était d'officialiser la situation et de l'obliger à répondre devant la justice. Les avocats de la défense se sont acharnés à tenter de faire annuler la procédure.
multipliant les requêtes. Ils affirmèrent que rien ne prouvait un lien entre leurs clients et les événements récents. Mais le juge a décidé de laisser avancer la procédure, convaincu par les éléments présentés par Julia. Au bout de 3 semaines, nous devions passer aux dépositions. L'homme comparaîtrait en visioconférence depuis sa cellule, tandis que son avocat serait présent dans la salle avec nous. Maman ne l'avait pas vu depuis plus de 20 ans. Elle tremblait en entrant dans la salle de conférence. Samuel lui serrait la main pendant que les techniciens installaient la connexion vidéo. Quand l'écran s'est allumé et que son visage est apparu, maman a poussé une sorte de gémissement, comme si tout l'air quittait ses poumons. Il avait pris un coup de vieux, mais son regard restait inchangé, froid et inexpressif, à la manière d'un requin. Il a fixé maman droit dans les yeux à travers la caméra, avant d'esquisser un sourire glacé. « Bonjour, Caroline », a-t-il simplement dit, et maman s'est effondrée en larmes. L'avocat s'est empressé de faire une objection, mais le mal était déjà fait. Maman continuait de trembler. Elle a dû quitter la pièce 2 fois pour aller vomir. Mais quand elle est revenue une 3e fois, elle avait changé. Son visage s'était fermé, ses mains étaient désormais stables. Elle a regardé l'écran et déclaré qu'elle n'avait plus peur. La déposition a duré près de 4 heures, avec l'avocat qui cherchait à tout prix à nous piéger, mais maman a répondu à chaque question avec clarté, revenant sur les menaces du passé et la terreur qu'elle avait subie. À la fin, elle a confié à Samuel son envie de rendre l'affaire publique. Elle en avait assez de vivre cachée et voulait que les gens sachent enfin ce que cet homme avait commis. Julia a sauté de joie quand nous avons accepté de participer à son enquête. Elle avait déjà interrogé 6 autres familles et disposait de cartons entiers de documents. Nous avons passé 3 jours entiers dans son bureau à tout éplucher, à scanner de vieilles photos et des tas de papiers. Maman a enregistré près de 8 heures de témoignages, retraçant toute l'histoire, depuis le début. L'article de Julia a été publié 2 semaines plus tard, en première page du journal du dimanche. Le titre affichait « Des décennies de morts, la vengeance d'un homme qui a détruit plusieurs familles ». On voyait les photos de toutes les victimes, des chronologies détaillées et les témoignages de 15 familles différentes. La version en ligne proposait des documents ainsi que des extraits audio. En quelques heures, l'article était partagé partout. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes voulaient en savoir davantage. 3 autres familles se sont manifestées auprès de Julia après leur lecture, expliquant qu'elles avaient perdu un proche de la même façon. L'agent du FBI chargé de notre dossier a appelé le lendemain matin, affirmant que cet article lui avait fourni les éléments dont il avait besoin. La publicité autour de l'affaire avait permis à 2 témoins jusque-là trop effrayés de sortir du silence. L'un d'eux avait même précieusement gardé des enregistrements où l'homme évoquait clairement le fait de faire éliminer des gens. Avant la fin de la journée, des agents fédéraux l'avaient arrêté pour association de malfaiteurs, avec des chefs d'inculpation pouvant lui valoir la perpétuité. Mais Luna nous a rapidement mis en garde, son réseau restait actif. Seth Robertson, relâché sous caution, avait disparu dans la nature, sûrement pour avertir d'autres complices. Pendant des années, l'homme avait utilisé des dizaines de personnes. Beaucoup couraient toujours. Certains auraient peut-être envie de se venger, maintenant que leur chef était tombé. D'autres tenteraient de mener à bien les contrats pour lesquels ils avaient déjà été payés. Nous ne pouvions surtout pas relâcher notre vigilance, même si la principale menace était désormais sous les verrous. Les autres familles ressentèrent la même chose, et notre discussion de groupe était remplie de messages rapportant des comportements suspects. Une famille de Chicago affirmait qu'une camionnette stationnait devant chez eux depuis 3 jours. Ce matin-là, Samuel déposa officiellement la demande d'ouverture du procès et nous annonça que nous devrions témoigner dans 6 mois. Maman avait la main qui tremblait en signant les formulaires de témoins, mais elle n'a pas cessé d'écrire pour autant. Les réunions du groupe de soutien ont quitté mon salon pour rejoindre un centre communautaire, après que 40 nouvelles familles nous aient rejoints grâce à la publication de l'article. Nous avions imprimé des flyers énumérant les signes à surveiller et nous les distribuions à chaque séance. Luna nous a aidés à constituer un dossier pour obtenir le statut d'association et pouvoir financer la sécurité des familles. J'ai repris le travail au bureau, mais je changeais de place pour me garer chaque jour et je prenais les escaliers au lieu de l'ascenseur. Mes collègues me prenaient pour une parano quand je vérifiais sous la voiture avant de monter, mais ça m'était bien égal. Maman a fait la connaissance d'un certain Jérôme au groupe de soutien, dont la femme avait été tuée par son harceleur 5 ans plus tôt. Ils ont pris l'habitude de partager un café après les réunions et, pour la première fois depuis la mort de ma sœur, je l'ai vu sourire franchement. Chaque semaine, le procureur fédéral nous appelait pour nous donner des nouvelles et nous répétait qu'il avait assez de preuves pour que l'homme soit condamné à perpétuité. 3 mois ont passé, chacun de nous donnait de ses nouvelles quotidiennement et partageait tout comportement louche observé. Maman et Jérôme dînaient ensemble 2 fois par semaine et elle a même accepté qu'il participe à nos réunions de vérification de sécurité. La date du procès a été repoussée à 2 reprises, les avocats de la défense déposant requête sur requête, mais Samuel répétait que ce n'était pas inhabituel. J'ai installé 3 caméras supplémentaires chez maman
et je lui ai appris à se servir correctement d'une bombe lacrymogène. Notre association regroupe maintenant 200 familles et nous avons lancé un site internet où l'on trouve de l'aide et des contacts d'urgence. Une télé locale est venue faire un reportage sur nous, ce qui a fait affluer les dons. Maman m'a avoué que Jérôme lui ramenait enfin un peu de tranquillité et j'étais soulagée de la voir avec quelqu'un qui comprenait ce que nous avions enduré. Le procès a fini par démarrer et nous étions dans la salle, à le regarder entrer, menotter. Maman m'a serré la main quand son regard a croisé le nôtre. Sauf que, cette fois-ci, elle n'a pas baissé les yeux. J'ai témoigné pendant 3 heures sur mon anniversaire et ce qui était arrivé à ma sœur. Le lendemain, c'était au tour de maman, qui a tout raconté. Comment elle avait été Caroline et vécu cachée pendant 20 ans. Il a fallu 2 jours au jury pour livrer des verdicts de culpabilité sur chaque chef d'accusation. Quand le juge a prononcé la perpétuité sans possibilité de remise de peine, il a fixé maman du regard et prononcé « Caroline », mais elle l'a soutenue sans ciller. On a organisé une cérémonie en mémoire de ma sœur, le jour où elle aurait eu 25 ans. Cette fois, toute la famille était là et on a enfin dit la vérité à tout le monde, sur la malédiction et sur ce qui s'était vraiment passé. Mes oncles et tantes n'ont pas pu retenir leurs larmes en découvrant comment ma sœur était morte et pourquoi ça avait dû rester secret. On a planté un arbre dans le parc et posé une petite plaque à son nom avec la date. 2 semaines après le procès, Seth a été arrêté parce qu'il avait voulu intimider un autre témoin. Il a été placé dans la même prison que son patron, en attendant son tour. 3 jours plus tard, un gardien l'a retrouvé pendu dans sa cellule, un drap noué autour du cou. Luna était persuadée que quelqu'un l'avait fait taire pour l'empêcher de parler du réseau, mais la police a conclu au suicide. Encore une autre personne du groupe a été arrêtée au Texas, alors qu'elle tentait d'effrayer une autre famille. Notre groupe de soutien continue de se réunir chaque semaine et de plus en plus de familles nous rejoignent. 6 mois plus tard, maman est partie s'installer chez Jérôme et a vendu la maison, trop chargée de mauvais souvenirs. Je l'ai aidé à vider la chambre de ma sœur et nous avons donné ses vêtements à une association. Nous avons gardé ses bijoux et ses photos, mais tout le reste, c'était trop douloureux à conserver. Mon travail me permet maintenant de télétravailler 3 jours par semaine, donc je stresse moins pour les trajets. J'ai toujours le réflexe de jeter un œil dans les miroirs ou derrière moi, mais la peur s'est estompée peu à peu. Maman et Jérôme se sont fiancés à la date anniversaire de la fin du procès. La vie ne redeviendra sans doute jamais normale, mais on essaie de reconstruire quelque chose de meilleur avec ce qui nous reste. Maman et moi, on s'appelle tous les jours et on va chez la psy ensemble 1 fois par mois. On a créé une bourse au nom de ma sœur pour aider des étudiantes infirmières. Son rêve à elle. L'association a permis à 50 familles d'obtenir des protections et les a mises en contact avec des entreprises de sécurité. 3 autres membres du réseau ont été arrêtés alors qu'ils essayaient de régler de vieilles affaires. J'ai eu une relation de quelques mois, mais l'angoisse d'introduire quelqu'un de nouveau dans tout ce chaos était trop forte. Maman a compris et m'a dit de ne rien précipiter. On va voir la tombe de ma sœur chaque mois, pour lui raconter nos vies et comment on tient le coup. La peur ne disparaîtra jamais complètement, mais on a appris à la gérer, à ne plus la laisser tout envahir. Maman sourit plus souvent. Elle rit même aux blagues plutôt nulles de Jérôme. Nous sommes plus proches que jamais, plus unis par l'épreuve et par la promesse de continuer à vivre pour ma sœur. Voilà, tu sais tout. Rien d'exceptionnel, juste les faits comme ils se sont passés. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. À chaque fois, j'ai la sensation de retrouver un ami. On remettra ça bientôt.